droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30, sur Lyon 30 plus, 25 30 plus à la Grenelle. Bonsoir et bienvenue dans ce Champions 2003 numéro 5, qui est aussi la 435e émission de la série. Et vous le constatez, nous avons entendu 434 semaines avant de vous proposer enfin une émission bien au chaud. On n'est pas dans la nature, on est dans un studio de Reyers. Et puis on vient de lancer ce générique qui doit certainement faire réagir Bruno Thierry. Bruno, on a entendu la voix de Stéphane Prévost et c'est vous qui êtes au volant. C'est comme ça depuis 434 semaines de notre grande aventure audiovisuelle. Mais la voix de Stéphane Prévost, vous ne l'entendrez plus dorénavant. Non, et dorénavant, pour continuer à l'entendre, je devrais regarder Champions. Stéphane Prévost qui vous quitte pour rejoindre François Duval. Votre sentiment? Ben, mon sentiment, c'est clair que c'est un peu surprenant au début, mais bon, c'est vrai que là, il a une proposition intéressante de François Duval, et j'ai aucun intérêt à avoir objection là-dessus. Je trouve ça, je crois, tout à fait normal. Dites-moi, ça vous a fait un choc? Sur le moment même, non, parce que j'étais en train de travailler à l'école de Peugeot Maîtrise Automobile, donc je ne m'attendais pas du tout à ce genre de situation. C'est par après qu'on en a reparlé avec Stéphane sérieusement, et c'est là que je m'en suis rendu compte que oui, là c'est vraiment une situation un peu embarrassante. Mais bon, je ne peux pas me permettre de donner un grand coup de frein à main à sa carrière, et voilà, je lui souhaite bon vent avec François Duval. Hein. C'est une page qui tourne, 12 ans de carrière, ou presque même 13 ans de vie commune. C'est clair que ça va être difficile pour moi de retrouver un copilote qui est à la hauteur de Stéphane, parce que je crois que Stéphane, on a eu des trucs intéressants ensemble, on a eu des hauts et des bas, mais peut-être probablement plus de hauts que de bas. On a monté un truc ensemble, on a passé de grands moments à chaque coin du monde, en passant par l'Argentine, en allant en Nouvelle-Zélande et en Australie. 80 rallyes, hein? Je sais pas, beaucoup du moins. Donc je crois que toute cette expérience va pouvoir servir, il va en faire bénéficier à François Duval, je crois. Ouais, quelque part, c'est comme si vous passiez un peu le témoin avec votre grandeur d'âme de libérer Stéphane Prévost. On va d'abord écouter maintenant François Duval et Stéphane, car ils sont déjà en voyage. On met le cap sur l'aéroport de Bruxelles National. Zaventem. Alors il y a tous ceux qui se demandent et qui se redemandent encore pourquoi entre vous et Jean-Marc c'est terminé. Moi, on a surtout un manque de confiance l'un vis-à-vis de l'autre, et je ne veux pas rentrer en détail là-dessus. Et bon, pour avancer, il faut avoir une bonne entente, et ce n'était pas le cas ces derniers temps, donc j'ai préféré changer pour mieux avancer. Stéphane Prévost, qui a roulé 12 années au plus haut niveau avec Bruno Thierry, qui a tout connu, hein, Stéphane. On ne va pas revenir sur toute votre histoire. Combien de rallyes avec Bruno en championnat du monde? 80 à peu près. Donc c'est pas mal, c'est sûr. C'est un bail, 12 ans, mais bon, Bruno a très bien compris la situation. Il a été super sympa, et bon, c'est sûr que je ne pouvais pas reculer devant une offre aussi fantastique. C'est une bonne opportunité pour moi, et vraiment, j'ai pas hésité longtemps, mais je suis content que ça soit bien passé. Et que tout le monde ait pu me libérer des engagements que j'avais déjà. Et bon, ça veut dire qu'il y a une bonne compréhension en général dans le milieu. C'est aussi une solide responsabilité pour vous, hein, car François est quand même le grand espoir du sport automobile ou du rallye belge. Oui, bien sûr, je suis très fier qu'il ait pensé à moi pour succéder à Jean-Marc, et forcément ça me fait plaisir. C'est sûr que c'est une responsabilité, mais bon, il a déjà prouvé beaucoup de choses, et je suis sûr qu'il peut évoluer et qu'il a envie d'évoluer dans le bon sens, et donc c'est bien. François est un tempérament, vous en êtes un autre. Est-ce qu'à deux, vous n'allez pas faire tempérament au carré? Non, il n'y a pas de raison. Mais deux tempéraments, c'est bien. Ça va chauffer, comme on dit, mais dans le bon sens du terme. Donc non, je ne suis vraiment pas inquiet de ce côté-là, en tout cas. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour avancer ou pour vous freiner? Il faut un copilote, il faut un peu de tout, savoir pousser au bon moment, savoir freiner au bon moment. Et je ne vais pas dire que c'est ça qui manquait, mais un petit peu de tout, et ça ira mieux, je pense. Ok. Voilà, donc les avis de François Duval et de Stéphane Prévost au moment où ils montent dans l'avion pour leur premier voyage, le premier d'une très longue série. On a entendu Stéphane, Bruno, passe-moi au cœur quand même, j'y reviens certainement. Hein. Ouais, c'est comme si je réécoute le son de sa voix par téléphone quand il m'a appelé. C'est vrai qu'il avait un moment
beaucoup de moments d'hésitation pour me l'annoncer. Il ne savait pas comment me l'annoncer, mais je crois que c'est tout à fait normal. Dites-moi Bruno, dans le rallye automobile, votre exemple avec Stéphane en est un bel exemple. On se respecte énormément dans ce sport. Vous savez, moi j'ai comme principe la fidélité. Beaucoup d'autres pilotes avant moi ont eu des déboires parce qu'ils ont changé souvent de copilote sur leur carrière. Et moi j'ai essayé de monter un truc solide avec Stéphane. Et c'est ce qu'on est arrivé, la preuve. On s'est quitté en copain. On ne sait pas. On a, je crois, eu peut-être une fois un moment difficile. C'était à Madère il y a très longtemps, où on a eu un gros différend, où on s'est engueulé. Sinon, sur 12 ans, c'est quand même pas mal, hein, 12 ans de vie commune. Oui. Sinon, tout s'est vraiment bien passé avec Stéphane. Et puis finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que votre dernière association, c'était au Condor en 2002. Incroyable, vous avez offert le volant de la Peugeot à Stéphane Prévost. C'est quand même une image étonnante, ça. Offrir à son copilote la dernière spéciale, qui allait être finalement votre dernière spéciale, mais vous ne le saviez, ni lui, ni vous. Certainement pas. À cette époque-là, on ne pouvait pas censé le savoir, mais c'est vrai qu'il fallait qu'on trouve quelque chose d'original, puisqu'on s'était quand même forgé une belle avance, et j'ai trouvé ça sympa de faire cette petite C'est unique dans les clin d'œil au Ouais. public et aux médias, c'était sympa. On a parlé plus que de ça, que de l'aspect général du rallye, c'était bien. Alors, entre vous et François Duval, eh bien, il y en a eu un qui a roulé avec Stéphane Prévost. C'est Bernard Münster qui a fait avec lui la Suède. On va parler de Suède, et avec vous, Bruno, de ce fantastique tapis blanc où ça glisse en travers sans arrêt. Évocation, Bruno Thierry, les grandes années suédoises. Regardez bien. Premier rallye de Suède pour Bruno Thierry, 1995 sur la Ford RAS. Il termine 6e et se bat d'entrée avec le Suédois Blomqvist. Le froid est tombé et on a fait quelques bons temps, quelques fois plus vite que Stig Blomqvist, donc c'est important pour nous. Deuxième expérience, 1998 avec l'escort WRC. Moins bon souvenir et 8e place finale avec des problèmes de différentiel. Ce qui explique sortie et 3. ceci. Sur 3 de 25 plus. Oh merde. 1999 avec la Subaru d'usine, Bruno Kobe doit tester la nouvelle boîte semi-automatique, bilan 10e place. Enfin 2001, le meilleur souvenir en Skoda, il ne rend que 8 dixièmes au kilomètre au premier et prend 1 point. Et n'empêche que je crois qu'on a quand même prouvé que la voiture marchait bien et je suis beaucoup plus fier du point qu'on a marqué ici au constructeur que ce qu'on avait fait au Monte-Carlo, parce qu'ici je crois qu'on a bien roulé. Bilan 4 fois dans le top 10. Voilà, vous l'avez compris, maintenant on va parler de Suède, et pendant 20 minutes on va rêver de ces magiciens de la glisse. Bruno, c'est vrai que la Suède, c'est terrible. Hein. C'est probablement, avec Stéphane, nos deux rallyes favoris, Suède et Finlande. Même genre de terrain, des moyennes de vitesse très élevées, entre 100 et 120 km/h, à part que le décor change. En Suède, de la neige, avec beaucoup de murs de neige, pour éventuellement calmer vos ardeurs si vous allez trop vite. Et la Finlande, c'est les sapins qui abordent la route, donc un rallye quand même relativement dangereux si jamais vous êtes victime d'une sortie de route. Mais ou sinon, non, vraiment, deux rallyes. Même en tant que spectateur, je conseille le commun des mortels d'une fois faire le déplacement, et jamais ils n'iront plus voir un Grand Prix de Formule 1. Voilà. Et puis Bernard Münster, il a fait le déplacement, n'est-ce pas Bernard? Et vous avez eu chaud dans ce pays très froid. Oui, mais ça a été mon plus beau souvenir que j'ai jamais fait, parce que c'est vraiment le rallye le plus fabuleux que j'ai eu l'occasion de faire. Tout en glisse, on a fait 1900 km. Jamais droit. Même en liaison, on avait toujours de la neige, donc c'était vraiment fabuleux. À part les quelques kilomètres que j'ai fait au boucle de Spa sur la neige, c'était la seule expérience que j'avais. Et puis aussi, naturellement, que comme tout pilote, dès qu'il neige, chez nous, on sortait le soir, on allait un peu rouler sur la neige. Mais de là à aller faire tant de kilomètres sur la neige avec une bonne voiture, une vraie voiture de rallye, ça a été fabuleux. Allez, vous nous donnez tout à fait envie de revoir votre expérience suédoise dans le Grand Nord. Allons-y avec Bernard Münster. Et pour un amateur, découvrir la Suède est loin d'être évident. Bernard Münster n'échappe pas à la règle. Regardez bien la caméra embarquée qui va suivre. Bernard va frôler un arbre. D'autres sont dans les bas-côtés, ils ont moins de chance ou
sont peut-être moins bien copilotés. Heureusement que j'ai Stéphane parce que sans lui, je crois que ça aurait été... je crois que je serais déjà sorti au moins 10 fois de la route. Parce qu'il connaît tous les pièges, il connaît les changements de rythme, il sait si jamais je me laisse un peu aller trop, on roule à 75%, on prend pas de risque. Mais quand même encore, on peut, de temps en temps, on se fait surprendre. Il écoute et tout, on s'amuse et voilà, c'est clair qu'il n'a pas l'expérience pour prétendre à un meilleur classement ou en tout cas pas sans prendre de risques insensés pour gagner peu de choses. Donc, c'est surtout quand on voit ces images, c'est le plaisir de pilotage. On passe d'une glisse à l'autre, c'est vraiment fabuleux. C'est un rêve. Je vis un rêve et je vis aussi surtout une grande leçon de modestie parce que quand je vois les temps que font les grands du championnat et les habitués, ceux qui font le championnat du monde avec 2 passages, là vraiment chapeau parce que c'est pas évident du tout. Hein. C'est pas évident du tout et je crois que finalement c'est là qu'on voit les plus grands rallymen, ceux qui s'expriment. Vous le dites vous-même, c'est pas évident, vous êtes pourtant un très grand rallyman, mais il y en a encore des beaucoup plus grands. Comment ils font pour vous coller sur 3 jours, combien? 30 minutes 6 secondes au kilomètre, c'est ça. 6 secondes au kilomètre. Tous les 10 km, j'ai calculé que Renault me mettait 1 minute, tous les 10 km. Ce qui est incroyable, mais bon, ça a été, comme je disais, une leçon de modestie, parce que vraiment, je crois que c'est pas possible. D'ailleurs, je sais pas comment, quand je revois les images et que je vois que Bruno a fait, dès sa première participation, des 6e temps, il était 6e et qui a fait des temps dans les 3 Bruno premiers. un extraterrestre. Non, mais c'est vrai que C'est vrai qu'à l'époque, il y avait peut-être un petit peu plus de... On pouvait passer 3 ou 4 fois. Ouais. Mais 2 fois, c'est vraiment très limité. Non mais c'est vrai que vous aviez signé un grand expert, Bruno. Non, c'est vrai que... Mais ici, je crois qu'il faut laisser l'église au milieu du village. On ne peut pas comparer non plus le matériel de Bernard Voilà, justement. et Renault. Bernard était là en tant qu'amateur. Il avait 15 pneus pour faire les 3 jours. Tandis que Grenoble, lui, on lui met des nouveaux pneus toutes les 3 spéciales. On ne peut pas comparer. Oui, et bien justement, Gérald Duhéry s'est penché sur la question et il nous a concocté une analyse technique. On va la faire ensemble en studio d'ailleurs. Regardez ces images où le top 10, donc les 10 meilleurs, s'affrontent. Et on commence, Gérald, par... Avec Armin Schwartz, Bruno, on voit il s'ouvre en entrée et puis il survit au gaz. Elle décroche subitement, ouais, un peu nerveuse du train arrière. Là, c'est ce que ça se confirme. Complètement différent là. Oui, tout en force. Tout en force, beaucoup de glisse et les pilotes nordiques aiment bien jeter leur voiture, c'est une sécurité pour eux. Si elle glisse un peu trop, ben, ils la laissent aller, si c'est pas assez. Ça c'est Macrae. Macrae qui se sert un peu plus des bas-côtés, puisque lui, son principe, c'est le chemin le plus court. Donc regardez, il coupe de suite là dans la corde à gauche. Il recoupe encore. Ce qui est tout à fait logique. Alors Mäkinen qui a changé son style de conduite, il roule plus sur le train avant. Donc, il vient taper l'extérieur, là, regardez, là, maintenant, là. Un petit peu, oui, mais ça c'est rien. Il se servent des murs de neige pour ramener la voiture dans la bonne trajectoire. Grenoble. Et oui, ben, c'est la trajectoire idéale, c'était difficile de faire beaucoup mieux. Légère dérive et un peu de sous-virage là, dans ce virage-là. Alors on va voir l'appel de ce virage, c'est un freinage en descente dans une cuvette, ça c'est Freddy Loax qui a bien roulé en Suède. Et qui fait un beau passage aussi. Moins désordre que Armin. Freine très droit. Oui. Et Freddy a trouvé, je crois que le frein est tombé aussi. Freddy, l'année passée même, blessé avec un plâtre, il est parvenu à faire des choses exceptionnelles. Marco Martin, beaucoup plus en dérive, Bruno. Oui, beaucoup plus en dérive, donc pas sûr peut-être du comportement de sa voiture, peut-être pas 100% confiance. Ah bon, c'est ça que ça signifie? Je sais pas, c'est difficile à juger assez, mais je crois que jeter sa voiture est une sécurité. Burns, très calme. Très propre, très rapide. La 206, elle a l'air de se placer vraiment très facilement à l'intérieur du virage. Je crois qu'ils ont fait beaucoup d'essais pour, mais la voiture se comporte probablement mieux dans ce genre de situation, hein, plus docile, je vais dire. Gardemeister avec une voiture qui n'est pas la même, mais qui va quand même terminer 5e. De toute façon, oui, c'est des pilotes nordiques, ils ont l'habitude de glisser, hein, donc... Ils sont nés en glissant. Ils sont nés en glissant. Dans le ventre de maman. Même le papy chapeau et le mamie qui va faire ses courses pour le soir, ça glisse.
Donc ils ont l'habitude. Hein. Ils ont eu beaucoup plus de difficultés quand ils sont arrivés sur l'asphalte, tous ces gars-là. Parce que ça ne glisse pas. Voilà. Alors Voilà, maintenant, on va voir exactement. François Duval. Mais difficile de juger, je crois que c'est très rapide. C'est pas beaucoup plus lent que les autres. Hein. Donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. Pilote fort sous le train arrière, François. Pour moi, il perd un peu moins de temps que Marco Martin dans cet endroit-là. Hein. C'est difficile à dire. Sébastien Loeb. Qui lui a fait une course d'enfer. Il a eu difficile le premier jour parce qu'il nettoyait la route, mais là, il a bien appris. Hein. Le dernier jour, il a fait des super performances. Et bon, je crois qu'ils ont aussi une bonne équipe. C'est tout, hein. C'est important. Hein. Le cas de Sébastien Loeb est particulier parce que le fait qu'il ait gagné le Monte-Carlo l'amène à être en tête du championnat du monde et puis il se retrouve à ouvrir la route en Suède. Et là, il est complètement pénalisé. Regardez comment Sébastien Loeb a souffert dans ce rallye alors qu'il a pourtant un talent phénoménal. Là, Bruno, on le voit, Bernard, dans... Fort hésitant. Parce que faut pas oublier que c'est un tapis blanc, mais l'adhérence change tout le temps. Regardez ce qui va arriver. Voilà, il a mordu dans la neige avec le train arrière et l'arrière s'est embarqué et est venu mourir dans la neige profonde. Donc là, difficile de faire beaucoup mieux. Hein. On l'écoute, Sébastien Loeb. Avec la neige qui tombe aujourd'hui, c'est vraiment désavantageux. Ouais. C'est chiant parce qu'en fait, on voit ce matin dans la première, on fait le meilleur temps. Dans la deuxième, là où il y a de la neige, on prend 25 secondes par Marcus. Sur le reste de la spéciale, on fait les mêmes temps que lui. Il nous en met 25 au bout. Donc dès qu'on n'est pas désavantagé, on serait dans le coup, on pourrait se battre. Mais là, c'est impossible. Alors là, nous sommes dans la troisième spéciale. Sébastien Loeb arrive le premier. Le tapis est tout blanc. Et il doit balayer la route pour les autres, hein. Il doit faire la trace, qui est tout à fait logique. Hein. C'est comme si c'était un rallye sur terre. Bon, il ne fallait pas qu'il gagne le rallye Monte-Carlo alors. Même endroit, Gronholm. 15 voitures plus tard. Ben oui, là, regardez la route, on commence à voir la glace qui ressort. Donc lui, il suffit de rouler dans les traces et il a beaucoup plus d'adhérence. C'est tout à fait logique. Et quand on revoit Sébastien Loeb, il tape l'intérieur. Oui, mais ça, bon, ça, vous savez... Et puis on sent que la motricité n'est pas la même qu'avec la Peugeot. Pourquoi? Parce qu'il est dans de la neige profonde et que l'autre pas. Ouais, Gronholm, c'est Gronholm en Suède. Par rapport à l'année dernière, c'est une belle progression déjà. Ouais, c'est sûr que par rapport à l'année dernière, je suis content et la voiture est plus facile à conduire. Moi, je suis plus en confiance, je commence à mieux connaître le rythme. Donc, pas mal, ça va. Et là, on pince Sébastien Loeb qui était au-delà du top 15 le soir du premier jour, est revenu 7e le troisième jour en dépassant Sainz et Gardemeister dans la dernière spéciale. Ouvrir en mondial, c'est pas facile. Sébastien Loeb vient de le prouver. Et pourtant, Gronholm, lui, lorsqu'il ouvre, ça n'a pas l'air de trop le déranger. A-t-il quelque chose de plus que tout le monde? Est-il plus extraterrestre encore que tous ses copains extraterrestres? Regardez plutôt sa façon de piloter. Et puis Bruno, Bernard et Gérald ont décortiqué le pilotage du grand échalas finlandais. Double champion du monde, peut-être en route vers un troisième titre. Immédiatement dans le coup, hein, Marcus Gronholm, très vite concentré. Ils appellent ça le 6 sous, les Finlandais. Oui, mais bon, vous savez, ils ont l'habitude, mais là, il a un style de conduite particulier, il roule proprement, et je crois que ça va être peut-être pour les autres pilotes la référence, parce qu'il roule ni trop en glisse, il roule de temps en temps sur le train avant, et je crois que c'est la solution la plus rapide pour l'instant. C'est fini de faire des grands travers et perdre du temps, comme peut-être certains Colin McRae font. Alors ici, regardez Bruno, je vous arrête parce que dans la spéciale 3, qui est la même que la 7, Gronholm va plus vite. Or, paradoxalement, ce devrait être le contraire. En fait, il a touché au début de la spéciale, on nous voit légèrement le pare-choc avant gauche. Ce sont des petits détails qui peuvent perturber un pilote. Vous savez, les différences de temps, même après une spéciale de 20 km, se comptent parfois en dixièmes. Donc c'est clair que si vous touchez un mur de neige de trop, le dixième, il est là. Hein. Et on l'a vu, Gronholm a refait son retard au classement du championnat du monde, puisqu'il avait 0 points après le Monte-Carlo, il en a 10, il a 2 points de retard sur McRae et Loeb. C'est un fin calculateur, Gérald. Merveilleux. Impressionné par Gronholm, certainement, hein, comme tout le monde. Hein. Mais moi, je l'ai vu passer déjà. Combien vous mettez encore, vous disiez 6 secondes au kilomètre. Ouais, c'est fou. C'est 10% plus vite, finalement. Ouais. Mais c'est énorme. Ouais. Mais bon, c'est vrai que je me posais des fois la question, je me disais, tiens,
qu'est-ce que ça ferait comme différence maintenant si on devrait laisser Macré, par exemple, qui conduisait ma voiture en 96, puisque ma voiture date de 96, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait des grosses différences. Si maintenant Macré devait conduire avec ma voiture, mais l'évolution est tellement, c'est tellement beau, c'est tellement... Les voitures ont fourré mieux, c'est une autre génération de voitures, hein, entre la voiture que Bernard conduisait et une Peugeot d'aujourd'hui, il y a 7 ans de différence, c'est tout. Et les ingénieurs, ils travaillent chaque année, donc la voiture évolue tout le temps. Hein. Continuons à parler d'hommes, c'est quand même ça qui est le plus intéressant. D'hommes. Non, pourquoi Grenoble est-il si fort et plus fort? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je crois qu'il fait corps avec sa voiture. Beaucoup de pilotes en Suède ont dit qu'ils n'avaient pas confiance, que ce soit Colin McRae avec l'Axara ou Carlos Sainz. Et un rallye comme la Suède, il faut avoir 100% confiance en la voiture. Il faut savoir jouer avec. Et si vous vous battez d'abord contre votre véhicule, c'est impossible d'aller vite. Tandis que Grenoble y connaît. Pourquoi Burns n'arrive-t-il pas depuis plus d'1 an à inquiéter vraiment Grenoble? Sauf une fois en Nouvelle-Zélande, mais là il s'offre un accident absolument énorme qui le refroidit peut-être. Parce que je crois qu'il sort d'une voiture qui était à tendance propulsion. La Subaru. Voilà. Et il débarque ici dans un team avec une 206 qui est d'une nouvelle génération, beaucoup plus compacte, et qui se conduit peut-être un peu plus sur le train avant. Et c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde de s'adapter d'un jour au lendemain comme ça à une voiture. Et c'est vrai qu'il est tombé sur un os qui s'appelle Marcus Grenoble, qui est quand même rapide et qui connaît bien la Peugeot. Et ça doit certainement travailler aussi au moral, hein, comme d'avoir de temps en temps un sacré accident. Prenons l'exemple de Tommy Mäkinen, un terrible accident en Argentine, 6 loopings dans le ciel, et puis il retombe, et puis ça certainement fait peur. C'est ça qui explique que Tommy est un peu en recul maintenant? Vous savez, c'est un choc, au sens propre et au sens figuré. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces, ça c'est clair, et c'est difficile parfois de s'en remettre. Il y en a qui mettent moins de temps ou plus de temps pour s'en remettre, mais le rallye après, ces gens-là sont payés pour rouler le plus vite possible, pour défendre les intérêts de grands constructeurs, donc ils doivent se forcer à aller plus vite. Et psychologiquement, parfois, c'est difficile à endurer, c'est vrai. C'est certain, en tout cas, lorsqu'on roule dans une équipe comme Peugeot et qu'on est soit Burns, soit Rovanperä, on va certainement faire un petit complexe Grenoble. On a parlé de Burns. Rovanperä, en plus, lui, il roule au coup par coup, seulement 9 rallyes sur 14. Et Harry, eh bien, il s'est présenté en Suède pour son rallye de rentrée. Il a eu du mal à trouver le rythme. Et en plus, il a eu un choc. On va le voir. Alors ça, c'est le premier jour. Et Rovanperä va mettre presque une journée pour être dans le rythme de Grenoble. On va le retrouver à l'arrivée de la deuxième spéciale. Écoutez ce qu'il nous dit. Le rallye commence maintenant. Est-ce que c'est difficile pour vous, Harry, de ne pas avoir roulé au Monte-Carlo? La première journée est difficile. Je n'ai plus le feeling. Maintenant, ça commence à revenir. Je crois que ce sera bon dans la prochaine spéciale. Effectivement, dans les prochaines spéciales, ça va mieux. Et le deuxième jour, là, on est dans la première spéciale du deuxième jour. Rovanperä fait son signe, son premier scratch. Il est bien parti. Il est ultra concentré. Il est, on va dire, en osmose. Regardez. Il vole. Et puis, regardez. Voilà, Picalisto qui venait de sortir de la route, les spectateurs venaient de remettre la voiture sur la route pour qu'il redémarre et Rovanperä est arrivé. Bruno, est-ce que Rovanperä a dit je n'ai pas vu les spectateurs? Est-ce que quand on est dans une spéciale, on est tellement concentré qu'on ne se rend pas compte? Vous savez, c'est difficile de faire la différence entre des spectateurs qui vous encouragent et des spectateurs qui vous disent de faire attention. Là, honnêtement, c'est parce que je revois la cassette. Mais sinon, non, pour moi, les gens sont en train de l'acclamer. Si, il les a vus, mais les gens sont l'acclamer pour le motiver. C'est peut-être un groupe de Finlandais, c'est des supporters, et ils sont en train de l'applaudir et de l'encourager. C'est impossible à dire s'ils sont en train... Il faut qu'ils se mettent vraiment au milieu de la route avec un drapeau jaune ou une chemise jaune pour quelque chose du genre, pour les prévenir. Mais au passage, je crois que là, on a frôlé la catastrophe. Hein. C'est un miracle qu'il n'y a pas eu de blessés. Mais bon,
ça fait de course, ça peut arriver, c'est une situation un peu délicate et un peu bizarre. Mais non, pour Robin Perrin, là, il n'est pas fautif du tout. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Du tout. Ok. Autre Belge au départ du rallye de Suède, Bob et Tom Colsoul. Ils ont roulé là-bas avec une Mitsubishi Evo 7. Eh bien, on va découvrir une autre facette de la difficulté d'être brillant aujourd'hui en rallye. Si on n'a pas tous les moyens dans son jeu, eh bien, on ne va pas au podium. Regardez plutôt Bob et Tom Colsoul. Les deux premières étapes des frères Colsoul en Suède sont hésitantes. Voici pourquoi. On n'a pas fait de tests, vraiment de tests. Donc hier, on a commencé comme ça n'allait pas sous virage. Donc on a changé les amortisseurs, on a mis la voiture plus haut. Et maintenant, aujourd'hui, on a encore mis la voiture plus haut et ça va un petit peu mieux, mais il y a encore beaucoup de travail avec moi et la voiture. C'est la première fois sur la neige avec l'Evo 7, donc on verra. Hein. Bob Colsoul est un petit gars réaliste. Il sait qu'il n'est pas le champion du monde du réglage, mais le troisième jour, ses chronos sont vraiment meilleurs. Son grand frère analyse. On a travaillé 2 jours pour régler la voiture et on y est presque, je crois. Sur les 2 jours, on gagne 2 secondes par kilomètre. Si je compte les 300 km de 2 jours, ça fait 300 km, ça fait 600, ça fait 10 minutes. On est largement dans le point, largement. Maintenant, on est sans points, on est venu pour avoir des points. On est déçus, mais ça arrive. Hein. C'est pas votre faute. Oui et non, hein. Oui et non, hein. Pourquoi oui? Alors oui, non, non parce que la voiture n'était pas au point, oui parce que... Parce que c'est le pilote qui doit mettre la voiture au point. À point, à la point, au point. Au point. Dans les points. Dans les points. Sans ces problèmes de mise au point, on peut penser que Tom et Bob auraient pu terminer 6e d'un rendez-vous groupe N gagné pour 3 petites secondes par Kulik devant Blomqvist. Aujourd'hui, pour briller en rallye, il faut une bonne voiture, il faut avoir du talent, il faut avoir de bons pneus, une bonne équipe, de bons ingénieurs, une bonne assistance. Et si on n'est pas bon metteur au point, Bruno, eh bien, on n'y est pas du tout. Non, c'est vrai, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience de la Suède non plus. Et comme il dit, s'il n'a pas eu l'occasion de faire quelques kilomètres avec sa voiture avant de débuter ce rallye, ben, c'est pas évident, c'est clair. Ça me rappelle l'histoire de François Duval, l'année dernière, 2002. Il découvre la Suède, la Focus, les 4 roues motrices, la neige, la glace, les spéciales, et il brille. Cette année, il ne brille pas. Et puis il essaie de faire quelque chose de bien pour se redresser, et puis ça ne va pas non plus. Et puis il y a l'accident de François, et puis il abandonne. Que pense François Duval lorsqu'il abandonne en Suède? C'était à nouveau un rallye raté pour lui. Bien, écoutez bien, dans l'intimité de sa voiture, quand on rentre avec lui à Karlstad, ce qu'il nous dit. Beau numéro sur la portière, envie de faire quelque chose. Et bon, les abandons cette année-ci vont me faire plus mal que les autres années. Moi, j'ai 22 ans et 18 ans et 3 jours après le permis, mon premier rallye à Téchâteau, 3e au général. Et je pense que c'est les 2 premières années que j'ai terminé le plus de courses. Il y a beaucoup plus d'adrénaline en rallye et pour les avoir bien accrochés aussi quand on est en 5-6 à travers les arbres, c'est autre chose qu'un vibreur. Quand même de l'expérience pour gagner un rallye et je pense qu'il y en a encore pour un petit bout de temps, surtout si on abandonne à chaque fois le premier jour. Alors, quel rallye gagnerez-vous et quand? Un rallye sur terre dans quelques années, mais... La vie est belle, François. Ça roule. Vous avez compris, ce sont des extraits, des morceaux choisis d'une interview confidence de François Duval qui est beaucoup plus longue que la petite minute qu'on va voir maintenant et qu'on vous offrira prochainement dans Champions. Voilà, je crois qu'on peut fermer la page blanche du rallye de Suède et petit à petit se dire que la saison commence. Bruno, pour vous, c'est le championnat d'Europe, beaucoup de courses, avec quelques pilotes. On ne sait pas encore. Non, c'est clair qu'on a fait maintenant un trait sur cette collaboration. Et je ne sais pas, bon, on va réfléchir à tête reposée, mais peut-être ce qui est envisageable, c'est simplement l'échange. Hein. Jean-Marc Fortin, je crois, a de très bonnes capacités pour faire ce championnat d'Europe. S'il est motivé pour m'accompagner, pourquoi pas? Il y aura peut-être d'autres candidats éventuels aussi, mais je crois que Stéphane serait un choix logique. Si je puis dire, il connaît bien le team Chronos. Jean-Marc. Qu'est-ce que j'ai dit? Stéphane. Pardon. Tu vois, je suis déjà déphasé. C'est le choc, ça. Donc il va falloir que... Oui, peut-être avec Jean-Marc, on pourrait faire quelque chose de bien. En tout cas, on vous souhaite
le mieux du mieux, à vous. En championnat d'Europe, on continue à suivre nos autres Belges en mondial, et puis le championnat de Belgique, c'est pour tout de suite. Bernard Munster roulera en tout cas à Spa, et puis il n'y aura pas de neige à Spa, rassurez-vous. Ouais, malheureusement. Voilà. La Suède, le Monte Carlo, ce sont des dossiers que vous retrouverez dans le Turbo de ce mois-ci. Regardez, Turbo Magazine, Suède, Monte Carlo. Et puis je vous rappelle également un rendez-vous à ne pas rater, c'est le 22 février au karting de Gand. Le On Wheels to Hill, c'est un grand rendez-vous karting de Emmanuel Imbert, n'oubliez pas ça. Et puis, malheureusement, la disparition du Bianchi Rally, c'était une actualité un peu triste quand on a appris ça il y a une semaine. C'est un peu sur tout cela qu'on reviendra la semaine prochaine dans un autre Champions qui vous surprendra comme celui-ci. À bientôt et à la semaine prochaine en tout cas. Merci à tous. Merci. Merci.